Bonjour à tous, bonjour Éric Heyer. Bonjour. François Hollande sera ce soir à la télévision sur France 2. Il sera très attendu sur le plan économique. Est-ce que ce soir, vous pensez qu'il peut annoncer des bonnes nouvelles ? Alors, il n'aura pas beaucoup de marge de manœuvre pour les bonnes nouvelles. Vous voyez que souvent les bonnes nouvelles, il y a un coût budgétaire à mettre en parallèle. Et malheureusement, même s'il y a eu des bonnes nouvelles d'un point de vue budgétaire, c'est-à-dire qu'il faut rappeler qu'on pensait que le déficit, en tout cas le gouvernement s'était engagé à avoir un déficit en 2015 de 3,8 et il n'est que, entre guillemets, de 3,5. Donc on est un tout petit peu en avance d'un point de vue budgétaire, mais ça ne veut pas dire qu'il y a de cagnotte, ça ne veut pas dire qu'il y a des marges de manœuvre. Donc malheureusement, il y aura un calendrier à respecter, donc il n'y aura pas grand-chose, il n'y aura pas beaucoup de grains à moudre. Il faut quand même préciser qu'il pourra toujours s'appuyer sur une croissance économique qui devrait être meilleure en 2016 qu'en 2015, même si ça ne sera pas non plus des 2 ou 3%. Et pourtant, le FMI, hier, a baissé, lui, sa prévision de croissance. Oui, alors c'est vrai que le FMI est extrêmement pessimiste, mais si on regarde des indicateurs plus durs, et même si on regarde ce que nous dit le Haut Conseil aux finances publiques, qui est en charge de vérifier si les prévisions de croissance du gouvernement sont crédibles, hier, le Haut Conseil a donné son avis et a dit que c'était plutôt raisonnable. On voit que le FMI est extrêmement pessimiste, notamment pour l'Europe. Là, on a l'impression qu'effectivement le FMI pêche par un peu trop de pessimisme. Il faut rappeler que aujourd'hui, on est un peu échaudé par la crise de 2008. Personne n'avait vraiment vu venir cette crise de 2008, et notamment le FMI. Et donc le FMI liste l'intégralité des vents contraires et est sans doute un peu trop pessimiste de ce point de vue-là. François Hollande, on l'attend notamment sur le chômage. Est-ce que là, on peut envisager une baisse du chômage ? Alors oui, mais alors attention, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle baisse. C'est-à-dire que globalement, s'il y a bien 1,5 de croissance, en tout cas un rythme de croissance, le chômage va baisser, mais très légèrement. C'est-à-dire que en fin d'année, on devrait être à 9,7-9,8% de chômage. On est à 10 aujourd'hui. Donc vous voyez, oui, une baisse, mais on va rester dans un chômage de masse. Et vous voyez que si on fait des projections un peu plus à moyen terme, pour retrouver les niveaux d'avant-crise, il faut rappeler que le taux de chômage en France avant la crise était de 7%. Il va falloir à peu près 7-8 ans à partir d'aujourd'hui, et sans épisodes terribles comme le Brexit, comme une nouvelle crise financière. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, le chômage va baisser, mais de façon trop lente, et donc le gouvernement ne pourra pas dire, voyez, on a trouvé un miracle au chômage, en tout cas dans ces conditions. Les politiques mises en œuvre par François Hollande, par exemple les baisses de charges, ça n'a pas d'impact sur le chômage, selon vous ? Alors si, mais alors attention. Alors, effectivement, quand vous baissez le coût du travail, vous rendez le travail plus attractif, et donc ça crée un peu plus d'emplois, et donc ça aide à lutter contre le chômage. Mais malheureusement, il faut financer. Vous voyez, quand vous permettez de baisser de 41 milliards les impôts sur les entreprises, il y a bien quelqu'un qui doit le financer, puisque ça ne peut plus être l'État, parce qu'il a des déficits importants. On demande aux ménages de les financer. Donc c'est bien un transfert des ménages vers les entreprises. Oui, mais quand les ménages se voient ponctionner 41 milliards, ils consomment moins. Et quand ils consomment moins, les entreprises disent, oui, mais pourquoi voulez-vous j'embauche alors que j'ai plus d'activité ? Et donc vous voyez qu'aujourd'hui, la politique du gouvernement était sans doute un peu trop déséquilibrée. Donc il va falloir qu'il trouve un équilibre un tout petit peu meilleur entre l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'il ne faut pas renoncer aux baisses de charges, mais il faut aussi soutenir le pouvoir d'achat. Alors pas qu'en France, c'est-à-dire que c'est ça. Sans doute ce qui était plus intéressant, vous avez évoqué le FMI, c'est les préconisations du FMI, c'est qu'il faut aujourd'hui des politiques coordonnées dans le monde pour qu'il y ait un peu tout de même de demande quelque part. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui achète les produits des entreprises. Et donc ça passe par plus de coordination, et notamment des pays qui sont en excédent budgétaire aujourd'hui devraient stimuler un peu plus l'économie mondiale. La loi sur le travail, par exemple, est-ce qu'elle peut avoir un effet, elle ? Alors, la loi sur le travail, si on entend par loi sur le travail une flexibilité du marché du travail, c'est-à-dire permettre aux entreprises de licencier plus facilement pour pouvoir embaucher, ça, on sait qu'à court terme, ça peut avoir un impact, mais négatif. C'est-à-dire qu'à court terme, si vous autorisez les entreprises à licencier plus facilement, surtout dans les conditions de l'économie française aujourd'hui, avec des entreprises qui sont en sureffectif, ça devrait plutôt être négatif, détruire des emplois. C'est pourquoi il faut systématiquement aussi faire des politiques équilibrées. C'est-à-dire que quand vous flexibilisez, il faut aussi sécuriser. Et donc, si vous allez vers plus de flexibilité sur le marché du travail, il va falloir mettre en place des mesures qui permettent aux salariés plus précaires de ne pas être trop prudents, de ne pas trop épargner, de rassurer les banquiers aussi pour prêter de l'argent à des personnes dans des contrats flexibles. Alors c'est soit vous avez le modèle scandinave qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont énormément flexibilisé
côté, mais de l'autre côté, ils ont rassuré les salariés en disant si vous tombez au chômage, vous avez des droits qui sont aussi importants que si vous étiez en emploi, c'est-à-dire que le revenu ne bouge pas, que vous soyez en emploi ou au chômage, et ça pendant 4 ans. Là, maintenant, ils sont revenus à 3 ans, mais vous voyez, pendant une durée de temps extrêmement longue pour dire, voilà, c'est pas la peine que tu épargnes par précaution, ça rassure les banquiers, ça rassure les logeurs, donc l'économie fonctionne et tout le monde est content. Sauf que ça coûte très cher aux finances publiques et il y a des prélèvements obligatoires extrêmement élevés. La seconde possibilité, c'est la façon anglo-saxonne, c'est-à-dire dire je mets en place des politiques macroéconomiques extrêmement accommodantes dès que ça va mal. Donc je fais des politiques monétaires extrêmement expansionnistes, je me permets d'avoir des déficits à 10-12% si tout va mal et je fais des politiques de change. Ça, en zone euro, impossible. On ne peut pas le faire. Impossible. Donc on voit bien qu'on cherche notre modèle de flexi-sécurité, c'est-à-dire qu'on veut aller vers la flexibilité soit anglo-saxonne, soit scandinave, mais on n'a pas trouvé encore ce modèle de sécurité, c'est-à-dire le côté anglo-saxon c'est interdit et le côté scandinave ça coûte trop cher. C'est ça qu'il faut inventer. Il faut inventer des garanties jeunes pour le logement, des garanties jeunes pour les gouvernement le fait d'ailleurs. Alors il commence à esquisser, c'est une bonne piste à mon avis, mais il faut la creuser. Vous parliez tout à l'heure du Brexit. Donc la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, est-ce que ça aurait des conséquences négatives sur l'économie ? À court terme, certainement. C'est-à-dire que dans le moyen-long terme, on peut penser qu'on peut trouver une solution avec le Royaume-Uni pour retrouver des échanges économiques relativement stables. Mais à court terme, il est évident que ça va créer un précédent. Il n'y a aucun pays qui n'est encore sorti de l'Union européenne, donc c'est un peu un saut dans l'inconnu. Et ça, on déteste le saut vers l'inconnu. Et notamment, le milieu des affaires va prendre ça un petit peu comme un électrochoc et il risque d'avoir des volatilités. Et dès qu'il y a de la volatilité, de l'incertitude, c'est très mauvais. Donc le Royaume-Uni, à court terme, devrait payer en tout cas une sortie du Brexit, mais la zone euro également. Donc attention, à court terme, ça peut faire des turbulences. Merci, Éric Heyer.